Bonjour tout le monde, c'est Vérité à venir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un direct pour parler des crises, d'évaluation de l'euro, inflation, récession, etc. On va de suite commencer donc par la présentation, se préparer aux crises. Car en effet, il faut être averti et surtout savoir quoi faire par la suite, ce qu'on verra en fin du direct. Tout d'abord, ce qu'on subit actuellement, c'est une dévaluation de notre monnaie. L'euro perd de sa fiabilité, l'euro perd de sa valeur sur le marché. Vous avez un graphique sur 10 ans et vous voyez qu'en 10 ans, l'euro par rapport à finalement son index sur le dollar a perdu 18% à peu près de sa valeur. Et on le voit, ça arrive finalement à une dévaluation totale où on est quasiment à 1 dollar pour 1 euro, ce qui semble en tout cas n'être quasiment jamais arrivé dans l'histoire. Les caractéristiques de l'inflation. En termes économiques, l'inflation représente donc une baisse de la valeur d'une monnaie donnée, se traduisant par une hausse globale du niveau général des prix, étant donné qu'on est dépendant des importations. Et à partir du moment où on importe, c'est donc qu'on achète sur le marché global, plus précisément dans la mondialisation. L'évaluation de l'inflation est faite par rapport aux variations des prix à la consommation des biens et services mesurés pour des quantités égales. Au niveau national, l'inflation est calculée par l'INSEE grâce à l'indice des prix à la consommation noté IPC. L'inflation est l'une des données principales des économies mondiales. Elle reste très difficile à étudier pour les économistes qui pour certains a une conséquence positive et pour d'autres négative. Vous l'aurez deviné, positive pour les spéculateurs et les investisseurs, négative pour les consommateurs et ceux qui la subissent dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire les petites gens nous-mêmes. Les conséquences de l'inflation font partie d'un large débat mené pour la plupart par des économistes. De manière générale, il est reconnu qu'une hausse lente et stable des prix peut être avantageuse. Cependant, une hausse trop forte a des conséquences négatives, ce qui ralentit le marché et le pouvoir d'achat. Ce qu'on subit actuellement. Conséquences de l'inflation. Comme vu précédemment, une trop forte inflation peut avoir des conséquences négatives. En effet, si les prix augmentent de façon drastique, mais que les salaires n'augmentent pas, donc qu'ils ne suivent pas finalement cette inflation, les ménages risquent alors de souffrir d'une baisse de leur pouvoir d'achat, ce qu'on voyait juste avant. La monnaie nationale peut également perdre de sa valeur. Donc là, nous, on n'est pas sur une monnaie nationale, on est sur une monnaie, en tout cas, qui est une monnaie globale au niveau de l'Union européenne, l'euro. Les entreprises peuvent aussi hésiter à investir, par peur de prendre des risques, mais aussi pour garder un minimum de capital de côté pour s'en sortir en cas de crise. Ce qui peut entraîner donc sur le long terme une baisse de la croissance économique. Et là, je vous ai mis un graphique par rapport au prix du pétrole. Le pétrole étant finalement sur le dollar, c'est le pétrodollar, on voit qu'actuellement on n'est pas au cours le plus élevé du marché. Notamment en 2008, on avait eu un pic à 140 dollars à peu près le baril. Et là, vous avez donc une cotation du Brent. Donc le Brent, en fait, c'est un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix du brut et comme matière première pour les contrats à terme sur le pétrole. Le Brent sert comme référence de prix pour le pétrole d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. Et donc c'est un graphique, du moins plus précisément un tableau chiffré, un chiffrage que j'ai récupéré sur un site du gouvernement. C'est pas quelque chose qui émane comme ça d'un site ou d'un blog. Donc là, vous avez la comparaison de 2017 à 2022, où vous voyez déjà au niveau de janvier 2017 et janvier 2022, on est quasiment à une multiplication par 2 du prix. Et surtout, si on se penche sur juin, donc le mois passé, on voit qu'on est quasiment par 3, par une multiplication par 3 du prix du Brent, donc du dollar au niveau du baril. La moyenne mensuelle sont donc les moyennes des cotations quotidiennes du Brent datées en clôture à Londres. Les moyennes annuelles sont les moyennes des moyennes mensuelles. Et donc là, on voit que déjà, sans même avoir terminé l'année, on a doublé sur le prix du pétrole par rapport à 2017. Donc en seulement 5 ans, ça a doublé. Et je ne parlerai pas aujourd'hui de l'électricité, de ce genre de choses. Je ne vous mettrai pas des graphiques, en tout cas par rapport au prix de l'électricité qui, sur 10 ans, ont quasiment doublé. Et pourtant, on invite les gens à aller sur des voitures électriques, à passer au tout électrique. Bonjour Fred, merci d'être là. N'hésitez pas à liker, partager. Donc là, je vous ai mis les prix de l'évolution des 3 derniers mois au niveau des carburants à la pompe. Donc chaque vendredi, les prix sont récupérés, ils en font une moyenne et ils vous la rebasculent en graphique. Et vous voyez donc que ces 3 derniers mois, on est passé d'environ 1,70, 1,80
à quasiment 2 euros, 2,10 €. Conséquence de la guerre en Ukraine, cette fameuse guerre qui est alimentée par les Européens, par les Occidentaux, par les Américains, pour combattre la méchante Russie, quoique la Russie n'est pas non plus toute clean, néanmoins, c'est le nouvel ordre mondial qui veut s'imposer. Et là, la bataille a commencé, ou même le combat, devrais-je dire, soit c'est l'Ouest qui impose son nouvel ordre mondial, du moins dans sa continuité, à la suite des sociétés des nations, qui se transformera en organisation des Nations Unies et qui a un autre objectif, une autre perspective à long terme, ou autrement, le programme de la Russie avec la Chine, avec les BRICS, dont on a déjà parlé, qui vise à une Eurasie qui gouvernerait ce nouvel ordre mondial. Que ce soit l'Est ou l'Ouest, les deux visent finalement à imposer leur système. Qui gagnera la guerre, ça c'est autre chose. Une guerre économique, une guerre idéologique, etc. Conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie, le coût pour transporter le brut, donc le pétrole, et le transformer en produits raffinés s'envole. Aux États-Unis, le gallon d'essence atteint en moyenne les niveaux records de 4,5 $. Bingo! Le malheur des uns continue à faire le bonheur des autres. Les raffineries de pétrole gagnent près de 5 fois plus d'argent grâce au raffinage du pétrole qu'il y a un an selon les données de Refinitiv. Le manque de capacité à raffiner l'essence et le diesel à partir du pétrole brut a contribué en effet à pousser les prix du carburant à des niveaux records et à augmenter les bénéfices des propriétaires de raffineries. Je vous rappelle le graphique d'avant, on n'est pas encore au sommet du prix du baril au niveau du dollar. Là, vous avez un autre graphique, cette fois-ci c'est l'évolution mensuelle de la marge brute de raffinage sur Brent. Et vous voyez que en 2022, ça a explosé. Les raffineries se font toujours plus d'argent. Une petite carte de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, etc., avec les prix à la pompe en centimes. Donc nous, à ce moment-là, au 1er juillet 2022, c'était environ 2,08 € pour du samplon 95, etc. Pénurie mondiale de capacité de raffinage. Avant l'invasion de l'Ukraine, une grande partie de l'approvisionnement de l'Europe, en essence et en diesel, était effectuée dans des raffineries russes et importée dans des camions-citernes. À titre d'exemple, en 2020, le Royaume-Uni a reçu 18% de son approvisionnement en diesel de la Russie. Bien que cet approvisionnement n'ait pas été complètement interrompu, les volumes en provenance de Russie sont nettement inférieurs car les acheteurs se détournent des exportations russes avant même que les sanctions n'entrent pleinement en vigueur. Donc ça, c'est un article qui date un peu, qui n'est plus forcément actuel. C'est-à-dire que là, il y a eu tout ce bashing, tout ce côté oui, les Russes surtout, il ne faut rien consommer de ce qui vient de leur part, et au final, maintenant, ils viennent jusqu'à fermer les citernes de gaz, ce qui va mettre l'Allemagne notamment, mais aussi toute l'Europe, dans la mouise. Et donc, les rendre plus dépendants, nous rendre plus dépendants des pays comme l'Arabie Saoudite, etc., qui pourront, à un moment ou un autre, finalement faire basculer le jeu politique et s'imposer. C'est-à-dire, finalement, imposer de nouveaux tarifs. Et pourquoi pas changer de monnaie au niveau du pétrole. Que le pétrole ne soit plus basé sur le dollar, mais soit basé sur une autre monnaie, peut-être venant de l'Est. Ça sera examiné. Les stocks de carburant étaient faibles avant l'invasion et il y avait déjà une pénurie mondiale de capacité de raffinage. Le secteur n'a pas été très rentable ces dernières années et a attiré peu d'investissements. Et là, on va voir que petit à petit, en dehors de tout ce domaine écologique, sanitaire, etc., on va nous dire qu'on doit se responsabiliser, donc avoir une responsabilité sur sa consommation et justifier ses déplacements. Justifier ses déplacements pour aller au travail, etc. Mais le loisir, il va falloir s'en passer de la voiture. Et pourquoi pas utiliser plus de transports en commun. Bonjour à ceux qui arrivent, n'hésitez pas à partager. Bonjour Régine. Il n'y a donc pas de marge de manœuvre pour compenser la capacité de raffinage russe perdue. Ce qui a été perdu actuellement au niveau du marché russe, on ne pourra pas le retrouver. Et donc, ça va entraîner, finalement, une régression de notre liberté, une régression en tout cas au niveau de nos possibilités de vivre comme on vivait actuellement, au niveau de notre modèle de société. Le manque mondial de capacité de raffinage a contribué au prix élevé de carburant dans d'autres pays, dont les États-Unis. De plus, la Chine a réduit ses exportations de carburant raffiné, et même si des pays comme le Royaume-Uni n'importent pas directement de Chine, cela a un effet d'entraînement sur l'ensemble du marché mondial. Guerre en Ukraine, l'Allemagne avertit qu'elle ne pourra pas passer l'hiver sans gaz russe. Alors que vont-ils faire? Remettre en place les centrales à charbon? Quand, dans cette société, au niveau de l'écologie, on nous dit qu'il faut beaucoup moins de CO2, qu'on est trop pollueur, etc. Vous voyez ce côté
On va tous passer aux énergies vertes, ces énergies renouvelables, le photovoltaïque, les panneaux solaires avec donc le photovoltaïque, les éoliennes, les parcs éoliens, etc. Ça ne tient pas parce que ça ne fonctionne pas. Et donc on va peut-être se diriger vers le monde de Jérémy Rifkin, c'est-à-dire la transformation totale des habitations, plus précisément au niveau notamment des immeubles, pour mettre toujours plus d'équipements d'énergie renouvelable avec une surveillance de compteurs Linky, etc., de nos consommations en temps et en heure, pour nous dire attention, vous avez tel quota à respecter. Si maintenant vous venez à consommer plus, il faudra alors vous acquitter de taxes ou payer le coût de votre électricité beaucoup plus cher. Actuellement, une capacité d'environ 27 gigawattheures de centrales à gaz est disponible sur le marché de l'électricité selon l'Agence fédérale des réseaux. Le gaz naturel a contribué à environ 12% de la production d'électricité et à presque 7% de la production de chaleur à distance en 2021 selon la Fédération allemande de l'industrie de l'énergie et de l'eau. Donc ça, c'est pour le marché allemand. Électricité et gaz. Voici ce qui est envisagé par le gouvernement pour nous, Français. Alors, en 2023, donc on y arrive, dans quelques mois maintenant, des prix qui augmenteraient pour ceux qui peuvent se le permettre. Donc ça, c'est toujours la première phase, de dire que finalement, en effet, on va les taxer, on va les prendre l'argent chez les plus riches. Mais on sait très bien que, en général, c'est plutôt sur les foyers modestes, c'est-à-dire ceux qui sont finalement à deux doigts d'être pauvres, mais qui sont un tout petit peu plus au-dessus parce qu'ils ont 100 € de plus par mois par rapport au barème instauré. Et là, ce qui est inscrit, ils disent donc qu'ils ont gelé les tarifs, au niveau notamment du pétrole, de l'électricité et tout, et du gaz également, et le gouvernement envisage des mesures plus ciblées. Il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin. Il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre. Alors, par là, ils entendent quoi? Qui peut se le permettre? Celui qui, à la fin du mois, a encore une centaine ou un peu plus d'euros sur son compte en banque pourra se permettre de payer plus cher? Et on en vient au raisonnement que je vous étayais un petit peu plus avant, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment vouloir nous conscientiser, ou du moins nous dire il faut respecter tant de consommation par mois en tant que citoyen. Votre foyer, votre ménage, vous êtes 2, 3, etc. Chaque personne est censée consommer tant. Vous consommez au-delà, alors vous payez plus. Et ça va être possible grâce aux compteurs Linky notamment qui sont communicants, parce qu'en temps et en heure, ils pourront augmenter les prix. C'est-à-dire, par exemple, de 15h à 21h, il y a tant de personnes qui viennent attirer le courant sur le réseau sur cette partie-là. Si vous aussi vous souhaitez continuer à tirer le réseau à cette heure-là, et à ce moment-là, il faudra payer plus cher. Ou autrement, vous pourrez consommer, mais de façon différente. Donc dans les heures creuses, etc. Cela veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenu des personnes, a indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire le 11 juillet dernier. Ce qui signifie que petit à petit, nos salaires qui remontaient donc de façon automatique, c'est-à-dire qu'on n'est plus en fin d'année à dévoiler combien on a touché par mois, même si l'URSSAF le savait très bien, et qu'en fait aujourd'hui le prélèvement est fait à la source, ils vont donc être en capacité de finalement nous attribuer des notations en disant voilà, cette personne-là a tant de revenus, tant de personnes à son foyer, à ce moment-là, on peut se permettre de lui mettre une taxe en plus. Donc toujours les mêmes qui payent. Et en dehors de ces taxes, en dehors de ces augmentations, il y a les dettes. Combien de ménages sont endettés par un crédit immobilier, un crédit à la consommation ou d'autres crédits encore? Et on a vu ces dernières années pulluler sur le marché des sociétés qui font des rachats de crédit. Parce que vous savez, en France, on a droit à 33% du taux d'endettement par rapport à ses revenus, par rapport à ses ressources. Ce qui signifie que certains ont déjà un crédit ou deux sur le dos et qu'ils en avaient besoin d'un autre, soit pour consommer ou soit encore pour acheter un bien immobilier ou d'autres choses, pour des projets également, monter une société. Et donc ils ont fait des rachats de crédit, ce qui signifie que des entreprises sont en place pour racheter le crédit et allonger les mensualités. Donc allonger plus précisément la durée du crédit afin que les mensualités baissent et donc que le taux d'endettement baisse. Et ce qui signifie que ces ménages-là peuvent de nouveau sur le marché contracter un crédit. Sauf que voilà, est-ce que tout était prévu? Pas forcément. Est-ce que l'augmentation massive comme ça de l'alimentation, du coût de ses déplacements, etc. était prévue? Non. Et aujourd'hui, dans les contrats qui sont proposés, ils vont maintenant ajouter, donc dans la source de dépenses, qui finalement s'enlève de ce qui reste à la fin du 33% de taux d'endettement, les déplacements du domicile au travail, au niveau de l'essence. Ce qui fait que du coup, beaucoup moins de personnes peuvent se permettre d'obtenir un crédit. Tout comme à un moment, il y avait la possibilité d'obtenir des crédits sans forcément avoir d'apport. Tout ça, ça va se réduire petit à petit parce que les banques voient très bien
le risque qui se profile, comme en 2008 par la crise des subprimes, où sur le marché étaient attribués des biens immobiliers à des personnes qui n'avaient pas forcément en réalité le profil pour obtenir ces crédits. Et donc à la fin, ils se fichaient parce que si la personne ne pouvait pas payer, elle était mise dehors, son crédit finalement était remboursé par l'hypothèque de la maison. Puis à un moment, il y a eu trop de maisons sur le marché n'était plus intéressant parce qu'il était trop élevé, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait moins d'acheteurs. Comme il y avait moins d'acheteurs, les hypothèques ne pouvaient donc pas rentabiliser, ou du moins en tout cas rembourser les crédits contractés, ce qui a entraîné finalement une perte de finances et ce qu'on connaît à la suite de ça, c'est-à-dire le krach boursier, et qui nous aura impacté sur notre continent aussi, alors que ça provenait d'Amérique. Et là, on voit donc la part des ménages endettés à titre privé en France, donc en tant que particulier, non en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que société, etc. Et on voit qu'il y a à peu près un ménage sur deux en France qui a un crédit. Donc là, c'est des chiffres de 2019 et c'est divers crédits. Donc vous avez sur ce pourcentage-là, notamment 27,4% de ménages français qui ont un crédit à la consommation, 11% un crédit immobilier consommation, parce qu'il y en a du coup qui contractent deux types de crédits et qui vont avoir un grand mal, une grande difficulté aujourd'hui à pouvoir en tout cas payer leurs créances. Et les crédits aux entreprises ont aussi augmenté. Alors là, c'est un autre débat, ou en tout cas une autre analyse à avoir. Celle de la crise de Covid-19, montée de toutes pièces. Alors oui, il y a eu des morts, etc. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ça représente, dans la population mondiale, du bébé jusqu'à la personne la plus âgée, peut-être 100 ans ou plus, 0,07% de morts. Est-ce que vous en rendez compte? Et toutes les politiques qui ont été menées ont en réalité mis à mal les sociétés qui ont dû du coup prendre un crédit pour pouvoir continuer leur activité. Sauf que ce crédit, il faut le rembourser. Donc tous les mois, ça leur coûte tant, même si à un certain moment, ils avaient pu geler en effet ce qu'ils devaient à la banque pendant un certain moment, le temps en tout cas de sortir la tête de l'eau. Et voilà qu'à peine ils sortent la tête de l'eau, la France subit, mais pas seulement la France, mais là on parle de la France parce qu'en tant que Français, c'est ce qui nous intéresse, subit donc ces inflations et donc une perte de pouvoir d'achat. Ce qui signifie qu'au lieu de faire peut-être 2 ou 3 restaurants dans la semaine, il n'y en aura qu'un seul. Ce qui signifie que certains qui allaient faire une activité avec leur famille ou avec des amis ne pourront pas forcément se permettre de les pratiquer à nouveau. Ou peut-être limiteront en tout cas leur sortie. Et donc l'économie, et du moins l'activité au niveau de l'économie de ces sociétés, va descendre. Et c'est là où ça pose problème. Parce que si ça descend, il y a donc moins d'argent qui rentre, et donc la possibilité de rembourser les crédits diminue petit à petit. L'endettement des entreprises en décembre 2020 atteignait 1190 milliards d'euros, dont 523,7 milliards pour les petites moyennes entreprises, a précisé la Banque centrale. Sans surprise, l'encours de crédit a beaucoup progressé dans l'hébergement et la restauration, des secteurs qui aujourd'hui sont très fragilisés et qui vont l'être d'autant plus lorsque la disruption dans ce marché aura vu le jour. Ce que j'entends par la disruption dans ce marché, c'est-à-dire qu'il va y avoir non pas une mise à jour, mais en tout cas une modification de la consommation des gens. Comme aujourd'hui on voit que certaines personnes passent par Uber Eats, etc. pour se faire livrer leurs plats, et bien là il y aura des particuliers certainement qui vont se proposer et qui vont se mettre auto-entrepreneurs à cuisiner des plats depuis chez eux et à les proposer dans leur secteur. Et donc ils entreront en concurrence avec ces restaurants, ils pourront même proposer, pourquoi pas, la restauration à leur domicile, c'est-à-dire avoir une pièce de leur salon ou une autre pièce en tout cas qui sera aménagée pour recevoir des gens qui veulent dîner finalement un peu plus dans un cocon, dans une certaine ambiance qui pourrait être mise en place, etc. Et ça va voir le jour. Quand, je ne sais pas, mais si j'ai eu cette idée, je sais très bien qu'il y en a qui sont en cours pour la développer et qu'à ce moment-là, les personnes qui seront dans ce cas-là n'auront pas besoin de payer de charges salariales, n'auront pas besoin de payer également de tout ce qui est de la location du local ou en tout cas du bâtiment où il y a le restaurant. Donc ça fait des frais en moins et du coup, ces personnes-là peuvent proposer des plats beaucoup moins chers. Le recours au crédit a fortement augmenté dans l'information et la communication avec 26,9% de hausse des encours. Les conseils aux entreprises, 26,2% et la construction, 22,1%. Alors le domaine de la construction en soi, mis à part le coût du matériel qui augmente et des matériaux, ils vont quand même pouvoir s'en sortir. C'est un marché qui aura toujours, en tout cas, de l'activité qui aura toujours du besoin. La hausse est la plus faible dans l'agriculture et les activités immobilières avec 5,9%. De plus en plus de Français
sont en défaut de paiement. On apprend déjà que 263 000 incidents ont eu lieu depuis janvier 2022. Donc en l'espace de 6 mois, on a déjà 263 000 foyers qui ne peuvent plus payer leur crédit correctement. Et c'est que le début. Et cette crainte de récession, alors la récession, pour ceux qui n'en ont pas forcément connaissance, c'est donc du coup la dévaluation de la monnaie entraîne de l'inflation. Parce que sur le marché, ce qu'on va importer, ça nous coûte plus cher. Et donc, du fait qu'il y ait une inflation, les gens ont moins de pouvoir d'achat. S'ils ont moins de pouvoir d'achat, ils font donc moins d'activité, ce qu'on a vu juste avant, et donc les entreprises ont moins de finances et vont moins, en tout cas, prendre de risques à faire de l'investissement sur les marchés. Ce qui fait que du coup, toute l'économie se ralentit petit à petit. Et quand il y a un stop brut dans l'économie, ben, il y a moins de confiance. Et dans ces cas-là, les investisseurs sont pareils, sont plus méfiants et vont chercher un autre modèle de spéculation, un autre modèle d'investissement. Et là, on apprend que la crainte d'une récession fait plonger les bourses. Le CAC 40 a clôturé en net recul jeudi et les autres grandes bourses perdaient du terrain. Alors sommes-nous à l'aube de ce krach boursier annoncé depuis 2016 par Marc Toiti notamment et par bien d'autres qui sont des économistes tout de même de talent, qui ont une certaine expertise dans le domaine et qui avertissent le marché. Quand on a des personnes comme... mince, j'ai plus son nom en tête, qui misent des centaines de millions d'euros, même plus que ça, des milliards d'euros contre Total et d'autres entreprises en France et en Europe. Ray Dalio, voilà. Son nom, c'est Ray Dalio. Et avec son hedge fund, donc son fonds d'investissement, il a misé des centaines de millions d'euros, et ça depuis au moins 2017. Et à chaque fois, il renouvelle les opérations parce qu'il sait que ça doit arriver, mais encore une fois, il n'y a pas de devin, il n'y a pas de prophète dans le domaine, et donc, ils savent que ça vient, mais ils ne peuvent pas donner de date. Et donc, ils investissent au fur et à mesure et réinjectent de l'argent pour ne pas perdre, en tout cas, ce contre quoi ils misent. En fait, ça s'appelle un délit d'initié, c'est-à-dire que de riches personnes sont au courant d'entreprises qui vont faire faillite, de politiques qui vont être menées, donc qui vont impacter finalement le côté de la population et de sa possibilité d'avoir du pouvoir d'achat. Et donc, ils vont en tout cas savoir anticiper certaines chutes. Et eux, la chute de ces entreprises, comme ils ont misé contre, va leur rapporter énormément d'argent. Ray Dalio, c'est celui qui a fait des milliards en 2008 avec la crise des subprimes, pour rappel. Et là, on nous dit donc que le CAC 40 a clôturé, notamment après l'annonce d'une inflation américaine au plus haut depuis 41 ans. Cette surchauffe pourrait entraîner un fort relèvement des taux de la Fed au risque de gripper l'économie. Les craintes de retournement économique pénalisent aussi le pétrole et l'euro. Et quand l'économie vient au ralentissement, et finalement on se déplace comme un petit escargot, d'où cette image que je vous ai partagée, où on voit qu'on a des bâtons, des graphiques qui se comportent très bien, en tout cas qui viennent à diminuer un peu, mais qui restent tout de même assez forts dans leur domaine, et après vous avez ce gros escargot finalement qui ralentit. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe donc actuellement, avec tout ce que je vous ai décrit avant. Et alors, les investisseurs, les requins du marché, les riches personnes, eux, ils n'ont pas de pitié. Ils vont donc chercher un autre modèle de spéculation, un autre modèle où investir. Et c'est là que la spéculation sur les pauvres n'a en tout cas, ne produit en tout cas aucune empathie chez ces gens-là. Eux, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils fassent du rendement. Quoi qu'il arrive, il faut qu'ils restent à leur stade. D'accord ? Dans leur rang social, de riches personnes, d'élite, de ce que vous voulez. Vous leur attribuez le nom que vous souhaitez. Et donc, ils n'ont aucune pitié à écraser tout le monde. Les plus pauvres, pour eux, ça ne représente rien. Et pour certains, c'est même peut-être la maladie de la Terre. Et alors, on voit que le marché de spéculation proposé, c'est la pénurie organisée. Donc la pénurie sur l'électricité, sur du coup le pétrole, mais surtout la pénurie qui concerne tout le monde sur l'alimentation. Alors là, on avait un article qui datait, il me semble, de 2021, si je ne dis point de bêtises, où on nous parlait à un moment du beurre qui allait augmenter. Et là, on a cet article qui est intéressant. Je vais vous le lire. Bonjour à ceux qui arrivaient entre-temps. Donc, Alix, ça fait plaisir de te voir. Fred, on nous demande des économies d'électricité, mais dans les magasins, laissez les enseignes allumées toutes les nuits exactement, ou encore avec ceux qui ont des climatisations allumées de façon excessive. Les prix vont-ils augmenter ? Le prix de la plaquette de beurre va nécessairement s'ajuster dans les semaines ou mois à venir. Le consommateur ne pourra donc pas échapper à la flambée de la tonne du beurre dont le prix a bondi de 2 500 € entre avril 2016 à 6 800 € début septembre 2017. Est-ce que vous voyez la multiplication quasiment par 3 des prix ?
c'est pas uniquement, entre guillemets, leur rareté sur le marché, c'est surtout le fait de spéculateurs et de personnes qui vont par exemple en acheter massivement et qui vont même jusqu'à aller les stocker ou jusqu'à la destruction de ces produits pour pouvoir justement créer une rareté et donc créer une spéculation. Et là, c'est pas un système de Ponzi, c'est tout autre. C'est un système bien plus optimisé. Le système de Ponzi, c'est les crypto-monnaies. Les gens sont rentrés à un certain moment dedans, ils ont pu faire de l'argent parce que tout le monde rentrait dedans au même moment, mais sauf que ceux qui ne sont pas retirés aujourd'hui le voient très bien. Tout est en train de redescendre à zéro. Parce que c'est, encore une fois, le système de Ponzi que je vous inviterai à étudier. Et c'est exactement la même chose pour la bourse. Même si la bourse est un peu plus solide du fait qu'il y ait toujours des investisseurs, que ce soit du gros poisson ou petit. Ce que j'appelle le petit poisson, c'est le gens lambda qui se dit je vais placer 1000 euros ou 2000 euros et qui pense d'ailleurs obtenir un rendement alors qu'il n'est rien, il n'est juste que finalement ce petit poisson qui va nourrir les requins dedans. Et certaines fois, oui, des petits poissons peuvent s'engrossir et en ressortir vainqueurs, mais c'est très rare sur la majorité. Pour l'instant, les prix dans les rayons n'ont augmenté que de 7%. On nous dit que de 7%, histoire de dire ça c'est rien du tout. Cette hausse de 7 centimes sur comment dirais-je, chaque produit, sur 1 euro, ça c'est rien. En septembre, quand dans le même temps ils ont augmenté de 72% en Allemagne, a chiffré le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Tous les produits incluant du beurre seront concernés comme la biscuiterie, les pâtes à tarte, la boulangerie industrielle, etc. Mais certains industriels cherchent activement des substituts au beurre afin de ne pas augmenter leur prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont peut-être se pencher sur des marchés qui vont leur proposer du beurre créé artificiellement, en tout cas, ou avec des produits chimiques, ou une alternative de produits chimiques pouvant être incorporés dans la préparation, dans les recettes, pour proposer des produits finalement qui n'auront plus rien à voir, qui seront dénaturés, mais qui auront à peu près le même aspect. Et qui pourront toujours ramener suffisamment d'argent à ceux qui les produisent et à ceux qui les vendent. Mais certains industriels cherchent activement donc, ces substituts au beurre afin de ne pas augmenter leur prix. Alors ça peut être bien entendu des substituts qui sont aussi plus naturels, ça reste à voir. Mais quand on voit très bien dans quel gouverne, dans quel monde on se dirige, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que par la suite, ça sera donc des produits créés artificiellement en laboratoire, qui reviendront beaucoup moins cher, en tout cas à leur production, que ce sera l'augmentation de produits génétiquement modifiés sur le marché. Parce qu'encore une fois, la quantité augmentera quand la qualité, elle, aura descendu. Mais les gens ne s'intéressent plus forcément à la qualité, et ça, on le verra par la suite. Mais certains industriels donc cherchent activement ces substituts. Déjà, le prix du croissant et des viennoiseries s'envole. La Fédération des entreprises de boulangerie a prévenu que la hausse a déjà été incluse par de nombreux boulangers. Le prix des croissants a déjà été augmenté en moyenne de 10 centimes. Et quand vous allez dans une boulangerie, que vous avez un croissant à 1 euro, alors que vous vous souvenez, il y a peut-être 5 ans, 10 ans de ça, c'était à 40 centimes, 50 centimes, ou encore quand vous allez dans une boulangerie, l'autre jour je voyais ça, un parent qui achetait pour son enfant une sucette, la sucette Choupa Choups là, 50 centimes l'unité. Mais on est dans quel monde? Enfin, c'est aberrant. La situation maintenant va-t-elle durer? Ça c'est un questionnement, et je pense que beaucoup se sont posés en tout cas cette réflexion en se disant, attendez, est-ce que c'est quelque chose qui est un phénomène passager, donc on va subir pendant un certain temps et après on va s'en sortir, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'installe dans le temps? Donc une régression de notre pouvoir d'achat, une augmentation des prix alimentaires, une impossibilité d'accéder à certains produits de première nécessité parce qu'ils seront trop chers. Quand je parle d'une inaccessibilité à certains produits, je parle de ces produits biologiques, hein, pas de ces produits ultra transformés qui, eux, bien entendu, sont toujours source de promotion et source de marketing. D'ailleurs, en pensant à ça, au niveau du marketing, c'est pareil. Tous les influenceurs disponibles sur Internet, les journaux dépendants de la publicité, vont voir leur marché s'écrouler parce qu'à un moment ou un autre, la publicité, ça fonctionne moins bien. Les dropshipping, etc., maintenant, ça commence à être démasqué de plus en plus. Et donc, c'est un marché qui va s'écrouler. Et vous avez quand même des centaines, des milliers de foyers, si ce n'est beaucoup plus encore, qui sont dépendants de ça. Et donc, qui eux-mêmes ont peut-être un crédit et eux-mêmes ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Mais pour cette part, je me dis un peu bien fait pour eux. Après, peut-être que sur ce point-là, je n'ai pas le cœur, en tout cas pas l'empathie pour ces derniers. Donc les négociations annuelles entre les grandes surfaces et les industriels de l'agroalimentaire se déroulent chaque mois de février, mais un ajustement anticipé sur cette matière première pour intervenir, car proposer des linéaires vides à leurs clients est assez ravageur pour la grande distribution. Et là, c'est pareil, la grande distribution ont été de requins, ont été de pitoyables personnages qui se sont en tout cas gargarisés
de faire toujours plus de profit sur les pauvres agriculteurs qui, eux, étaient laissés dans la mouise avec peut-être quelques centaines d'euros par mois pour survivre. Ce qui est inacceptable en soi. Mais après, c'est de notre faute aussi en tant que consommateur. On aurait peut-être dû être plutôt des consommateurs, être acteurs de notre consommation en nous rendant au plus près, en tout cas, des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs, etc. C'est simple. Les enseignes qui accepteront de payer aux industriels le prix du marché pour le beurre, plutôt que le prix négocié, voilà des mois seront livrés. Les autres, non. Le consommateur aura vite fait de choisir les magasins qui sont approvisionnés au détriment de ceux qui ne le sont pas, confie un spécialiste de la grande distribution. Et c'est alors que les agriculteurs, les éleveurs vont essayer aussi, à leur tour, de faire la force, c'est-à-dire de lutter en disant hop hop hop, on ne fait plus de livraison, tant pis, quitte à pas manger ce mois-ci, le mois prochain, etc., on ne fait plus rien, on ne livre plus. Vous nous avez eu pendant tant d'années, maintenant c'est à nous de gagner, sauf qu'ils ne gagneront pas dans la partie. Alors pendant un moment, certains vont leur acheter les produits un peu plus chers, et puis du coup la répercussion se fera sur les consommateurs, mais ça reviendra toujours entre les mains des puissants. Vous savez, c'est un peu comme le lobby Uber. Uber qui a détruit finalement tout le côté des taxis, de leur corporation de taxis, pour à la place se mettre en place et proposer pendant un premier temps des salaires qui pouvaient être mirobolants, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient gagner 2000, 3000 ou bien plus que ça en étant chauffeur, quand un taxi gagnait peut-être 1500, 1600. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, ils ont été ramenés donc, dans le capitalisme de cette industrie, de cette société, à des salaires qui ont été divisés par 2 ou par 3, et sans la protection du travail. Bonjour à toi Romain. Et du coup, il y a Romain et Romain. Qui donc a intérêt à entretenir le mythe de la pénurie? Où sont les forces identifiables dont parle Suzanne Georges? Pour elle, la pénurie est littéralement organisée. La faim constitue le marché du siècle. En aidant par leurs experts, leurs technologies, leurs capitaux au développement des exportations agricoles des pays à faible coût de main-d'œuvre, alors que ces pays ne satisfont pas leurs besoins alimentaires, les Occidentaux font s'accroître dangereusement les importations céréalières de ces mêmes pays. Et on peut parler d'importations céréalières, on peut parler d'importations sur les produits d'hygiène ou encore sur le textile, etc. On est dépendant de cette mondialisation qui a été mise en place. De grandes entreprises ont exporté tout ce qui est de la fabrication des produits, tout ce qui est de culture intensive, etc. à l'étranger, mais ces mêmes pays, quand ils vont être dans la mouise et qui vont avoir vraiment faim, n'exporteront plus. Ça passera d'abord pour leur peuple. Et donc nous, les importations, on pourra s'asseoir dessus. Celle-ci donne aux pays producteurs le moyen de pression idéal dont ils usent pour perpétuer la dépendance. L'homme est une louve pour l'homme, écrivait François Brune, résumant subtilement l'aide au tiers-monde. L'arme alimentaire n'a jamais cessé, en fait, d'être utilisée par les États-Unis contre le Chili de l'unité populaire, contre les soviétiques eux-mêmes. Agriculture. La France importe de plus en plus de denrées alimentaires. Nous, la France, on est un pays qui avons des terres disponibles, des terres en jachère, des terres agricoles qui peuvent en réalité contribuer à notre besoin, dans notre alimentation, dans l'élevage. Mais non. Aujourd'hui, c'est un corps de métier qui attire beaucoup moins. C'est aussi des normes qui ont été imposées qui sont tellement drastiques qu'elles coûtent finalement des milliers, si ce n'est des centaines de milliers d'euros à ces exploitants, parce qu'ils sont obligés d'avoir toute une exploitation aux normes. Ils sont obligés également maintenant de passer par les technologies, de tout numériser, d'amener de la robotique. Donc tout ça, ça engendre des frais. Et donc comme ça engendre des frais, on leur a appris que la permaculture, ce genre de choses, c'est pas un modèle qui va fonctionner. Et donc, à la place de faire de la qualité avec quand même de la quantité, ils ont été poussés à faire uniquement toujours plus de quantité pour plus de rendement. Mais arrivé à un moment, ils ont tellement fait de quantité qu'ils ont épuisé les sols, de leurs nutriments, de leurs minéraux, etc. Et donc ces sols étant épuisés, ils sont obligés d'utiliser et d'user un peu plus à chaque fois de pesticides, d'herbicides et compagnie. Et par la suite, comme les terres sont toujours plus asséchées, les terres sont toujours en manque, en tout cas de ce qu'il faudrait pour que la plante puisse pousser correctement, offrir des fruits de qualité, ils sont obligés de passer par des organismes génétiquement modifiés qui puissent en tout cas résister à certaines chaleurs, à des manques d'eau ou encore à d'autres conditions climatiques. Et pas seulement climatiques d'ailleurs. L'agriculture française décline. On risque bientôt d'importer plus de produits qu'on en exporte. Ce sera le cas d'ici 2023 selon un rapport du Sénat. Car notre excédent commercial agricole chute dangereusement. En 5 ans, le solde a été divisé par 2, passant de 11,4 milliards d'euros en 2011 à 5,5 milliards d'euros en 2017.
les exportations françaises ne progressent pas aussi vite que dans d'autres pays. La France était le 3e exportateur mondial en 2005, elle a chuté à la 6e place, explique la journaliste Justine Weil, présente sur le plateau de 20h, du 20h. Là, on apprend dans un article de 2018 à peu près, donc vous voyez, ça remonte un peu, hein. On est quand même 4 ans après, donc à mon avis, la hausse a dû se faire. La France, à ce moment-là, importait déjà 20% de son alimentation, et voici ce qui était inscrit. Mais derrière ces perspectives assez sombres, une embellie est à prévoir. Les moissons ont été abondantes en 2018. Cela a dynamisé les exportations, notamment celles de blé tendre, précise Justine Weil. Près d'un fruit ou légume sur 2 consommés en France est importé. Et on sait que pour avoir une bonne santé, alors on dit en général 5 fruits et légumes par jour, il est vrai, mais des légumes bio. Pas des légumes emplis de pesticides, de perturbateurs endocriniens, d'OGM et compagnie. Parce qu'il y a un article qui est sorti récemment, et j'aurais dû vous l'insérer dans cette présentation, qui expliquait qu'en fait, lorsqu'on consomme un produit qui a été élaboré, du moins qui a été en tout cas fabriqué à partir de pesticides, etc., et ben au final, ça annule son apport dans notre corps. D'accord ? C'est-à-dire son apport positif. On nous dit également que 25% de la viande de porc ou 34% de la volaille est importée. Et maintenant, ils ont jusqu'à supprimer la traçabilité des produits pour savoir d'où provient la viande en France. Alors que ça, c'était quand même quelque chose de fantastique qu'on avait, une sécurité de savoir d'où provenait le produit. Alors heureusement, il y a encore des agriculteurs et certains, en tout cas, certaines grandes surfaces, certains magasins qui vont continuer d'étiqueter la provenance des produits. Heureusement. Et essayer de consommer le maximum français, bien évidemment. Parce qu'à l'étranger, ils n'ont aucune pitié. Que ce soit sur les antibiotiques, que ce soit sur des médicaments poussés aux animaux, ou encore les États-Unis qui mettent des hormones de croissance pour que leurs bovins, notamment, prennent toujours plus de grosseur et qu'ils se développent bien plus rapidement que le cycle naturel pour pouvoir les mettre au plus vite à l'abattage et donc proposer toujours plus de quantité de viande également. Globalement, la France importe environ 20% de son alimentation. Selon les sénateurs, un quart des importations ne respectent pas les normes sanitaires minimales françaises. Et comme on va être toujours plus dépendant de ce marché externe, que les prix vont augmenter, non seulement on va payer plus cher, mais en plus on va payer des produits de mauvaise qualité. Au lieu d'agir dès aujourd'hui et de se dire après tout, je crois que je vais sacrifier une partie de ce que j'avais prévu avec mon argent pour à la place mettre plus dans l'alimentation, conserver ma santé et respecter en même temps le métier d'éleveur, le métier d'agriculteur en France. Être un patriote. La guerre secrète des OGM, c'est quelque part, c'est un peu ça, hein. C'est comme d'ailleurs les produits ultra transformés qu'on appellerait les produits industriels, qui ont toujours plus d'additifs, toujours plus d'édulcorants, toujours plus de choses, en tout cas, pour essayer de donner du goût à ce qui n'en a pas. Essayer en tout cas de donner de la saveur, une couleur à des produits médiocres. Alors là, vous avez cette petite image d'un commercial avec une famille qui commence à regarder un peu le descriptif de ce qu'il y a dans le produit. Alors, qu'est-ce qui a changé là-dedans? Histoire de voir qu'est-ce qui a été ajouté, le E25 ou ce genre de choses, hein, vous savez, les édulcorants, les additifs et compagnie, donc, qui sont mauvais pour la santé. Et puis, le commercial à côté qui dit « Oh non, regardez la guerre là-bas !» En mode surtout, ne vous intéressez pas à ce que vous consommez. De nombreux chercheurs à travers le monde ont étudié cette régression. Alors là, on parle d'une régression sur la qualité des fruits et légumes, des nutriments qu'ils contiennent. Au Royaume-Uni, une comparaison de la teneur en minéraux, magnésium, potassium, calcium, sodium, fer, cuivre, zinc, phosphore, etc., de fruits et légumes cultivés entre les années 1930 et 1980 a été effectuée. Et elle montre en effet plusieurs réductions importantes de ces derniers. De plus, on remarque que la teneur en eau a augmenté alors que la matière sèche a diminué, surtout dans les fruits. Le constat est le même pour les vitamines, vitamine B2, C, etc. et les minéraux aux États-Unis. Mais alors, à quoi se réduit cette perte? Et là, après, des pistes semblent multiples. Et surtout, je vous ai mis cette image parce qu'elle est importante. La dénutrition, parce que juste après, je vous parlerai, alors, hop, je vais revenir. Je vous parlerai de ce livre, donc, que je vous présenterai très prochainement, notamment comment le microbiote gouverne notre cerveau. Et donc après, je vais vous inviter, bien entendu, si vous le souhaitez, à vous informer sur les probiotiques, ce genre de choses. Et on se rend compte, en étudiant ça, que notamment notre cerveau, ce qui est des synapses, ce qui est finalement des neurones, etc., donc notre capacité cognitive à apprendre, à nous développer, à penser, à faire des activités, à avoir de la créativité, bref, à plein de choses, jusqu'à notre imagination, tout ça est dépendant notamment de notre alimentation. Notre cerveau a besoin de quelque chose que le corps ne produit pas, c'est les oméga 3. Et une femme qui est enceinte
doit surtout ne pas avoir une carence d'oméga 3, parce que sinon, ça s'appelle le DHA, et c'est lié au développement du cerveau de l'enfant, lorsqu'il est dans son corps. Tout comme la thyroïde, la glande de la thyroïde est importante pour le cerveau de l'enfant. Et c'est pour ça qu'on va avoir également dans ce livre-là des exemples qui sont pris sur des enfants qui naissent autistes, donc en tout cas des études qui sont liées à l'autisme, mais à d'autres maladies neurodégénératives notamment, qui vont expliquer que l'alimentation a une grande part dans finalement ces maladies-là. Et pourquoi les parents ne sont pas avertis? Pourquoi n'y a-t-il pas finalement quelque part des publicités sur ça? Vous voyez, au lieu d'avoir des publicités abétissantes, abrutissantes, qui font la promotion de tel produit ou tel produit qui sont inutiles, pourquoi le service public, le service de la santé au niveau de la France, n'a-t-il pas mis en place ces petits spots publicitaires qui permettraient aux parents d'être informés? Parce qu'on ne va pas forcément de nous-mêmes, des fois, s'intéresser à ces sujets-là. Vous comprenez? Et pourtant, c'est essentiel. Par exemple, au niveau de la glande de la thyroïde, surtout une femme qui est enceinte, ne pas être en carence d'iode. D'accord? Non pas non plus d'en prendre beaucoup trop, mais d'éviter après tout ce qui va être se rapprocher de de la structure moléculaire qui pourrait prendre le pas, comme le chlore, etc., le brome, on avait vu. Et il y a d'autres choses comme ça, d'autres indices qui sont excellents. Et donc là, pour revenir aux côtés des aliments appauvris en nutriments, de ces aliments ultra transformés, on a cette image qui parle de la dénutrition et les conséquences somatiques, donc c'est lié sur le cerveau, psychique et social. Donc là, vous voyez, ça peut entraîner des dégâts neurologiques, des addictions, des problèmes osseux, métaboliques, cutanés. En fait, vous allez voir que l'alimentation, c'est vraiment lié à notre bien-être. Et c'est primordial. Parce qu'en fait, quand finalement on vient petit à petit à consommer des produits complètement transformés, en perte de qualité, en perte d'éléments essentiels pour notre corps, eh ben, on crée des carences, on crée des manques, etc. Ce qui va entraîner par la suite, alors c'est pas tout de suite sur le court terme, ça peut être sur le moyen et le long terme, mais petit à petit, on va entraîner des maladies, on va entraîner des problèmes de santé. Et donc, pour parer ces derniers, on va devoir passer par des cartels pharmaceutiques, par de la prise de médicaments, par de la prise de compléments qui vont être ajoutés, etc. Et à ce moment-là, vous êtes dépendant, peut-être à vie ou non, de produits, et donc dépendant d'une dépense financière, encore une fois de plus, cette dépense financière qui rapportera à certains, qui vous proposent des produits qui certaines fois sont complètement chimiques, pour parer quelque chose qui aurait pu finalement ne pas advenir. Voici les supermarchés qui rationnent. Alors là, on va parler du rationnement. Rapidement, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors, un consommateur, c'est un client? Non, oui, c'est vrai. Cela dépend-il de Big Format, Big Chemin, Big... c'est ça. Salut à toi, Layler. Bill pour acheter plus tard des terres agricoles. Pas les bio, les naturels, riches en nutriments. Et il y a aussi, vous savez, ces graines qui n'ont pas été modifiées, donc qui sont, si on pourrait dire ça, d'anciennes générations, qui ont leur qualité. Alors peut-être que ta pomme ne ressemblera pas à une pomme toute bien faite, toute belle ou autre, mais par contre, elle sera non seulement excellente au niveau du goût, donc au niveau gustatif, mais également excellente pour ta santé. Avant 1950, aucun produit chimique n'était utilisé dans l'agriculture. Alors il devait y en avoir quand même, parce que notamment le cartel Digue et Farben, après avec ses sociétés, en tout cas qui en faisaient partie, développaient déjà des produits chimiques. Et c'était lié aussi au niveau de l'alimentaire, au niveau de l'agriculture. Mais peut-être pas à grande échelle comme ça. Ça par contre, je te l'accorde, Fred. Mauvaise question, conflit d'intérêts, c'est ça. Revenons. Donc là, voici maintenant que du coup, on pourra avoir un rationnement se mettre en place, et on le voit déjà sur l'huile, certaines fois sur les pâtes, sur d'autres choses. Parce qu'en fait, tout simplement, les magasins, eux, ne veulent pas prendre de risques. Et donc, leur seul moyen de ne pas prendre de risques, c'est de créer des pénuries en stockant finalement, en ayant dans leur réserve ce qu'il faut, mais en ne la mettant pas en rayon. D'accord? En ne mettant pas en rayon ces produits, en ne mettant pas en rayon cette alimentation, pour après faire augmenter les prix et limiter les gens. Et surtout, se retourner, alors dans des discours médiatiques, là tout à l'heure je vous ai partagé un documentaire qui est très bien construit, néanmoins on a une personne à un moment qui intervient et qui tout simplement dit, oui, en fait ces pénuries, elles arrivent, c'est surtout dû aux consommateurs qui prennent trop de produits, qui font des stocks, des réserves. Ce qui est totalement une hérésie, ce qui est totalement faux. Parce qu'en fait, tout simplement, les gens qui font des réserves, comme ils ont le produit chez eux, ils ne vont pas s'amuser non plus à te faire des réserves pour un an. D'accord? Donc après, ils vont avoir un roulement qui s'installe. Et en fin de direct, je vous inviterai à faire des réserves de façon intelligente. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos courses,
mettre pourquoi pas un paquet de pâtes, un paquet de riz en plus, un paquet de pâtes en plus, etc. Vous voyez, ou une boîte de sardines en plus. Bref, on verra ça après. Et là, on nous dit un risque de pénurie dans les rayons de nos supermarchés, pour l'interrogation. Si la question n'est pas encore d'actualité dans l'Hexagone, ce n'est pas le cas en Belgique ou en Allemagne, où certains produits sont déjà rationnés. En cause, les comportements impulsifs des consommateurs qui se ruent sur la farine, l'huile ou le papier toilette. Alors c'est vrai que vous en avez certains qui partent trop loin, qui sont prêts à se mettre sur la tête pour obtenir le dernier, comment dirais-je, le dernier paquet de farine ou la dernière bouteille d'huile, etc. Ou d'autres qui vont acheter 10 bouteilles d'huile. C'est pas non plus ça. L'utilité de faire des réserves, c'est petit à petit et après avoir un roulement chez soi. D'accord. Les produits qui arrivent à péremption, les consommer et retourner au magasin en acheter pour après avoir ce roulement, comme en réalité les supermarchés font un roulement aussi. Être intelligent. Mais vous voyez que ce soit le rationnement ou le pass, les gens sont prêts à tout. Parce qu'aujourd'hui, ils abdiquent en tout cas à ce qu'ils voient comme une autorité. Et pour eux, cette autorité est légitime. D'accord. Qu'elle émane de la santé, qu'elle émane d'un ministre, qu'elle émane encore de scientifiques, ils vont donner du crédit à cette dernière. Et donc, ils vont se plier aux règles qui seront imposées. Comme c'était le cas devant les supermarchés. Alors, même s'il y avait des masques dans les supermarchés, c'était limité à tant d'entrées, tant de personnes. Dans les magasins, c'était pareil. Et donc, nous vous prions de rentrer au maximum à tant de clients. Et vous aviez des personnes devant ces structures qui faisaient finalement le comptage. Bon, par la suite, ce ne sera plus des personnes, ce sera fait de façon automatique. Les gens rentreront soit avec leur téléphone pour s'identifier sur un créneau ou autre. Mais en tout cas, ils utiliseront le numérique pour entrer dans ces supermarchés et aller faire leurs courses. Quand d'autres passeront par le drive, parce que du coup, ils en auront marre de s'identifier pour entrer dans ces lieux. Donc là, je vous en ai parlé, ça arrivera prochainement, hein, la lecture de ce livre, tout comme d'ailleurs je vous présenterai également More, l'utopie de Thomas More. Hein. Bref, revenons. Donc tout ceci, inflation, dévaluation, perte de pouvoir d'achat, une alimentation finalement qui vient petit à petit à s'appauvrir, des gens finalement qui sont dans la misère de plus en plus, déjà qu'on a des millions de Français dans la misère, et alors, à ce moment-là, c'est la soif d'argent. Mais surtout, quant à la soif et la véritable faim, en dehors de ce qui est de l'argent. Les gens n'auront pas de limite. Et donc, les cambriolages, les escroqueries, les vols de véhicules ou d'autres vols encore, les dégradations, etc., en fait, ça va s'augmenter. Vous voyez déjà qu'en France, cette délinquance est énorme par rapport aux faits constatés qui sont relatés. Parce qu'on n'a pas un véritable visuel sur les chiffres. Ce qui est déjà énorme va en réalité augmenter. Et surtout, quand vous allez avoir des personnes issues d'Afrique et d'Europe de l'Est, notamment, qui vont voir leur famille eux-mêmes dans la misère. Ils vont pas laisser ces choses se produire, vous comprenez? Par exemple, ceux aujourd'hui qui viennent d'Ukraine, qui viennent de d'autres pays, de Roumanie, etc., ou encore ceux qui viennent d'Afrique, de pays, pour certains en développement, pour d'autres qui sont déjà développés, quand ils vont voir leur famille qui n'auront plus assez à manger, est-ce qu'ils vont se laisser faire? Ou est-ce qu'ils vont essayer de les ramener aussi ici? Vous voyez? Et donc, plus il y aura de monde, moins il y aura aussi comment dirais-je, en tout cas, de disponibilité sur les produits, ce qui augmentera leur coût. Et ce qui augmentera, du coup, finalement, les restrictions. Et donc la violence. Les manifestations. Vous avez vu les gilets jaunes dans la rue pour il me semble, à ce moment-là, le diesel 1,60, 1,70, quelque chose comme ça. Mais les gens, aujourd'hui, c'est à 2 euros, même ça a augmenté, hein, au-delà des 2 euros à un certain moment. Ils n'étaient pas dans la rue. Parce qu'en fait, aujourd'hui, bon, on est dans une période où ils ont eu le Covid, ils en ont marre, etc. Donc ils ont envie de souffler un peu. Mais quand les manifestations, quand finalement cette révolte va reprendre, mais là, c'est plus une petite révolte qui va avoir lieu. C'est quelque chose, un embrasement, si je puis dire, que là, les pompiers ne pourront pas éteindre. Et donc, ça va légitimer à tous ces passes. Passe sécuritaire, passe sanitaire, passe également de l'éducation, passe du citoyen, passe de ci, passe de ça, le passe au niveau du compte en banque. Et d'ailleurs, une réflexion m'est venue par rapport à ces fraudeurs à bonne ou mauvaise escient, ça après vous jugerez selon vous-même, mais en tout cas qui avaient des faux passes sanitaires. Ces gens-là qui avaient des faux passes sanitaires, même s'ils étaient validés par la médecine, demain, il y en a qui utilisaient le pass de leur ami, par exemple. Parce qu'il n'y avait pas forcément tout le temps une vérification de la carte d'identité. Sauf qu'ils payaient comment? Ils payaient en carte bancaire. Et donc on pouvait savoir avec leur carte bancaire qu'ils ont été dans tel resto ou dans tel bar, alors qu'ils n'avaient pas de passe sanitaire. Vous voyez? Et quand tout ça va être mis en corrélation, quand tout ça va finalement être mis en synchronisation, entre le compte bancaire, entre l'état de santé, entre ci, entre ça, entre ton identité numérique et tout, tu seras complètement bridé. Et on reviendra sur ça, bien évidemment. Et alors, que faire? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un constat. Si on fait seulement un constat, dites-moi quelle est l'utilité de cela, si on n'agit pas derrière. Et donc, pour ma part,
on doit agir intelligemment. Déjà être suffisamment informé, développer ses arguments, ne pas entrer dans un sectarisme, dans le fait de bon, on va sortir dans la rue, on va faire la révolte. Ça ne changera rien. Et vous le voyez très bien. 1789, ceux qui reprennent ça en exemple, mais c'est des gauchistes qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ces gens-là, par exemple, l'autre jour, je regardais sur Internet, rien à voir, mais c'est une parenthèse, d'une personne qui s'est fait agresser avec son conjoint, qui s'est fait voler sa caméra avec sa carte SD dedans, etc., et qui faisait un appel sur Twitter à son voleur, à son agresseur, de venir lui rendre uniquement la carte SD, hein, même pas l'appareil, même pas tout le reste qui a été volé, non, uniquement la carte SD, parce qu'il y avait des photos qui lui étaient chères, peut-être de sa famille, d'amis, ou encore d'un travail, d'un travail en tout cas qui a nécessité beaucoup d'heures. Et cette personne-là était même prête à payer une bière, ou en tout cas un verre, à la personne qui l'a agressé, qui l'a volé. On voit bien cette déconstruction et ces gens déconnectés de la réalité. Vous n'aurez pas ma haine, ce genre de choses. Hein. Ces guignols de gauche qui pensent que 1789 fut en tout cas le programme d'un peuple, alors que derrière, tout ce qui a été mis en place, jusqu'à la Constitution, jusqu'à l'idée de liberté, égalité, fraternité, cette symbolique, était déjà pensé en amont dans des loges, était déjà pensé en amont par des intellects, était déjà pensé en amont par des personnes qui ont organisé tout ça. C'est pas le fermier, c'est pas le commerçant, non, qui sont révoltés, qui se sont dit tiens, on fait un coup, on renverse tout et on met en place autre chose. Non, non, ça a été pensé bien avant. Et d'ailleurs, on le voit, 1789, c'est un peu la ferme des animaux d'Orwell. Hein. Tout le monde est d'accord à un moment sur des lois, sur des choses à mettre en place, et puis les cochons, qui sont nos politiques, finalement, vont mettre une virgule, vont te remettre un mot en plus, vont te mettre un article en plus, et vont en fait s'accaparer les pouvoirs et se considérer eux en tant qu'hommes et les autres en tant que des citoyens. Et donc ils veulent nous voir aujourd'hui dans une société, non pas en tant qu'hommes, mais en tant que citoyens. Non pas en tant qu'humains, mais finalement en tant que servants. Donc que faire? Donc là pour l'instant, déjà pensez en tout cas à avoir ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, au niveau des produits d'hygiène, encore une fois de façon raisonnée, ça ne sert à rien de s'exciter, ça ne sert à rien d'avoir peur, et surtout ne pas être dans une pensée chaotique, d'accord, parce qu'il y a toujours des solutions. Maintenant, ça va être à nous de les concrétiser, à nous de consommer différemment. Déjà, rien que ça, retrouver ces producteurs ou ces agriculteurs locaux, des circuits courts, pourquoi pas également des primeurs, même si ça vous revient un peu plus cher, revoir son ordre des priorités. C'est très important. Et aussi, éviter de donner du crédit à des personnes qui font tout et n'importe quoi, qui disent A et qui font B, à des personnes qui vont blablater des fois pendant des heures sans avoir une source ou qui vont vous mettre dans l'anxiété. Parce qu'au final, ils vivent exactement dans la société comme ceux qui le déclarent en étant moutons, c'est-à-dire qu'ils disent d'un côté il y a les éveillés, de l'autre il y a les moutons, ce qui peut des fois être entendable en tout cas, mais néanmoins, ils vont vivre donc quasiment de la même façon. Ils sont dans la société, ils vont aussi au supermarché, ils ont aussi Internet, ils ont aussi des téléphones, ils ont aussi leur consommation Apple, ils consomment du carburant comme les autres, ils payent le même prix, etc. Et pourtant, ils se veulent en tout cas être éveillés dans la connaissance, dans la vérité. Ah bon? Véritablement? Et puis vous avez les autres complètement dégénérés qui veulent se retrouver au beau milieu d'une forêt, en mode à vivre à la sauvage, avec les animaux, parce que finalement, ils se sont réduits à l'état de l'animalité. C'est pas ça non plus la société. C'est autre chose. Mais c'est à nous de la construire. À nous de mettre de la raison, à nous de réguler les marchés. Parce qu'au fond, on est la masse quand même qui avons le pouvoir encore. Pour combien de temps, ça je ne sais pas, parce que Demos Kratos, le peuple déjà disparaît de plus en plus dans une masse qui est sans visage, qui est sans voix, et le pouvoir, il n'est plus entre nos mains pour l'instant. Donc c'est à nous de nous en ressaisir et d'agir intelligemment, de ne pas s'exciter, de ne pas être paniqué, c'est très important. Et donc, le changement, comme on dit, commence par soi-même. Avant de balayer devant la porte des autres, balayons devant la nôtre. Ce qui signifie, avant de vouloir changer finalement le système, avant de vouloir changer la pensée des autres, déjà être concret dans nos propres actes, être en harmonie avec nous-mêmes. Pour être en harmonie avec soi-même, sa santé, sport, nourriture, etc. Ensuite, la possibilité d'échanger. Vous voyez, il y en a beaucoup qui vont dire oui, ils mettent en place une dictature de la pensée, les médias c'est la pensée unique, etc. Mais derrière, dès qu'il y a une personne qui pense de façon contraire à la leur, ils vont stopper, ils vont dire ouais non t'es un mouton, ouais non toi t'es un ignorant, ouais non toi ci, ouais toi ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous invite à vous méfier de certaines personnes. Après vous êtes libre encore une fois de consulter ces gens-là, mais méfiez-vous de ce qu'ils veulent vous apporter. Quand vous avez des personnes qui vous disent oui, les politiques aujourd'hui mènent des choses, mènent des actions dont ils n'ont point connaissance, et qui, eux, au même moment, vont vous faire par exemple des présentations de lecture en disant oui, il faut lire tel ouvrage.
Mais ils ne l'ont pas lu. Ils ont juste seulement fait un quatrième de couverture, feuilleté deux trois pages dans ce livre et ne savent même pas si les sources sont concrètes et si ce qui est à l'intérieur est intéressant ou si c'est uniquement de la perte de temps. Vous voyez, c'est pour ça que dans les livres, il faut toujours savoir les synthétiser et prendre les meilleures pages. Ça, c'est primordial pour une présentation et surtout présenter ce qu'on connaît, présenter ce qu'on a compris. Ça sert à rien de vouloir présenter des choses dont finalement on ne fait que un, un relais. Un relais sans avoir compris, assimilé ces informations. La TVA est l'impôt le plus injuste. Oui, après, encore une fois, c'est pareil, au niveau de l'imposition, il y a un système à conserver quand même, avec des services publics à conserver quand même. Mais tout ça, ça sera à, comment dirais-je, à développer plus tard. Hein. On pourra en tout cas se réunir, pas de souci, et échanger sur des idées, pourquoi pas se faire un direct ou autre chose, et chacun de son côté, essayer d'être concret. Rien que ça déjà. J'espère en tout cas que ce direct vous aura plu, aura été informationnel, et n'hésitez pas à liker, partager autour de vous. On se retrouvera très prochainement, certainement semaine prochaine, pour présentation de l'ouvrage que je vous ai cité tout à l'heure, ou d'un autre d'ailleurs, et également certainement pour une autre vidéo de ce type sur l'actualité. A très bientôt, c'était Vérité à venir.